Bonjour, bonjour et bienvenue dans le podcast Wake Up, Rise Up and Shine, le podcast à écouter avant de commencer votre journée. Je suis Christine Levicki, auteure des best-sellers J'arrête de râler et Wake Up, et à travers ces différents épisodes, je souhaite vous partager de nouvelles perspectives. De l'inspiration bien évidemment, mais aussi des actions concrètes pour vous permettre de vivre la vie que vous avez choisie. Alors aujourd'hui dans cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir Christian Junod. Christian est un des rares experts sur ce thème encore tabou qu'est la relation à l'argent. Économiste de formation, banquier durant 23 ans, il s'est ensuite reconverti et sa passion aujourd'hui est d'accompagner les particuliers et les professionnels à réajuster leur relation à l'argent afin qu'ils soient au service des projets de vie de chacun. Christian est coach certifié à l'élément humain, formé à la CNV et aux approches systémiques. Il a été très influencé par sa rencontre avec Peter Conning. Ce chercheur, en avance sur son temps, lui a transmis son savoir sur la relation à l'argent et les principes sources. Christian est auteur du livre Ce que l'argent dit de vous et co-auteur de Enfin libre d'être soi avec Evelyne Faniel et le défi des 100 jours pour libérer son rapport à l'argent, vivre son abondance avec Lilou Massé que je connais bien et que je compte bien recevoir prochainement sur ce podcast. Alors, cet épisode est pour vous si vous sentez que vous avez une relation compliquée avec l'argent. Vous aimeriez en avoir plus, mais peut-être que vous jugez ceux qui en ont. Vous aimeriez avoir tout l'argent dont vous avez besoin, mais en même temps, vous avez du mal à croire que ce soit réellement possible. Vous êtes curieux de mieux comprendre ce qui se cache derrière notre rapport à l'argent. Dans cet épisode, nous aborderons les points suivants. Avons-nous tous une relation à l'argent et de quoi ça parle ? Quel est le grand piège avec l'argent ? Comment se construit notre relation à l'argent ? Y a-t-il une limite à combien on peut gagner ? Et à quoi peut ressembler d'avoir une relation à l'argent saine ? Alors, bienvenue Christian dans cet épisode, c'est un plaisir de te recevoir. Merci Christine, c'est un plaisir pour moi d'être là avec toi aussi. Alors, figure-toi que j'ai suivi cet élan de t'inviter pour ce podcast suite à une conversation passionnante sur le rapport à l'argent que j'ai eue dans le cadre de mon programme de coaching Le Cercle. Et c'est une conversation qu'on a eue la semaine dernière. Et une participante de mon programme qui connaît ton travail m'a dit « Christine, ça serait formidable de vous entendre tous les deux, toi et Christian, parler et échanger sur ce thème de l'argent. » Donc voilà, j'ai suivi cette demande et je t'ai contacté. Et donc, à peine une semaine plus tard, nous enregistrons ensemble cet épisode. Alors, j'ai envie de commencer par te demander d'où te vient cette passion pour notre rapport à l'argent. Alors je dirais qu'elle me vient déjà parce que moi-même, j'étais un ancien banquier, comme tu l'as dit, avec d'excellents revenus, et pourtant j'avais une grosse peur de manquer. Et le fait d'avoir pu transformer cela, tout qu'en grande partie, et de voir qu'au moment où je me suis lancé comme indépendant, avec zéro visibilité, zéro contrat signé, que j'étais vraiment serein, alors que pendant longtemps j'avais peur, alors que j'avais de bons revenus, de voir que ce chemin était tellement fort, je me dis c'est dommage que d'autres ne puissent pas le faire. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ce que j'aime, moi, à travers cette porte d'entrée, pas c'est une porte d'entrée pour moi, la relation à l'argent, c'est qu'on vient toucher des couches très profondes chez l'être humain. On parle beaucoup de la valeur qu'on se donne, dans ce qu'on peut appeler l'estime de soi, mais ça parle beaucoup aussi de l'amour de soi, de l'amour que nous avons pour nous, pour les autres et pour la vie. Donc on n'est vraiment pas juste en surface, on est vraiment au cœur de l'être humain. C'est quelque chose de très matériel et concret qui vient en fait nous travailler intérieurement sur des choses beaucoup plus invisibles en fait. Oui, oui, ça vient réveiller des peurs existentielles bien souvent, mais aussi la notion de mériter, pas mériter, j'irais même mériter la vie ou pas. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que je trouve que c'est très profond et c'est pour ça que transformer sa relation à l'argent peut avoir un impact tellement plus vaste qu'une histoire d'argent. Ça aura un impact là-dessus, mais sur quelque chose de bien plus vaste aussi. C'est vrai que quand j'aborde ce thème de l'argent, je l'aborde dans le cadre mon angle, c'est de dire conversation plus profonde pour s'élever plus haut. Et donc, j'invite les gens à parler de ce sujet de l'argent en profondeur et d'aller chercher en fait ce qui se joue dans le fond pour pouvoir ensuite s'élever plus haut dans le monde, dans la vie, dans le concret, quoi. Donc, c'est en effet un sujet absolument passionnant, ce rapport à l'argent. Alors, est-ce que nous avons tous en fait une relation
différentes ou particulières à l'argent? Comment ça se passe tout ça, cette histoire de rapport à l'argent et de relation à l'argent? Alors oui, nous avons tous une relation à l'argent, même si beaucoup de personnes n'en sont pas conscients. D'ailleurs, quand je dis que je suis expert de la relation à l'argent, si je dis ça, des gens que je rencontre, ils me regardent d'un air bizarre, tu sais, comme se dire, mais de quoi est-ce qu'il parle ce gars-là? Et notre relation à l'argent, parce qu'encore une fois, tu l'as dit toi-même, c'est très tabou, donc le fait qu'on n'en parle pas, on a l'impression que c'est comme si ça n'existait pas, alors qu'au contraire, ça prend beaucoup de place dans nos vies et beaucoup trop de place souvent. Donc notre relation à l'argent, ça ressemble à quoi? On peut s'observer et voir que la manière dont on fait peut-être ses courses alimentaires, est-ce qu'on choisit du bon marché, de la qualité, ou c'est qu'on met la notion de prix là au milieu? Quand on va au restaurant, est-ce qu'on regarde pour se faire plaisir, ou est-ce que certains disent, comme je l'ai fait aussi longtemps, on regarde la colonne des prix en premier? Est-ce que quand on doit fixer un prix et nommer un prix à ses clients, est-ce qu'on est à l'aise pour le faire ou pour négocier un prix, ou est-ce qu'au contraire, on est juste tétanisé, ou demander une augmentation de salaire, par exemple, aussi? Et voilà, donc si tu veux, nous sommes confrontés à l'argent au quotidien de tellement de manières différentes, d'en parler en couple, en famille, des successions, les divorces, enfin, il y a toutes ces histoires qui se jouent dans ces moments-là. Et c'est vraiment de s'observer, déjà de voir comment est-ce que je suis à l'aise ou pas. Et au fond, ma situation financière, donc on est vraiment dans le matériel, mon compte en banque, est-ce qu'il est au débit, est-ce qu'il y a des économies? Ça parle beaucoup aussi de mon rapport à l'argent, bien sûr. Mmh, mmh. C'est intéressant vraiment de mettre le mot relation à côté du mot argent. C'est vraiment ça ce que je trouve passionnant, c'est de comprendre que ce qui va faire que notre rapport à l'argent est sain, c'est la relation qu'on a avec lui. En fait. Absolument. Mmh. Et on voit d'ailleurs très bien dans un couple que c'est là où on comprend en général le plus qu'on peut avoir une relation à l'argent différent, c'est quand on se met en couple et qu'on voit que notre conjoint n'a pas du tout un rapport à l'argent identique. Moi, personnellement, je suis du genre à regarder les tarifs, sur le menu et à toujours regarder parce que j'étais issue d'une famille de 5 enfants, donc il y avait toujours un peu si on allait au restaurant, fallait pas que ça coûte trop cher pour papa et maman. D'ailleurs, on allait quasiment jamais au restaurant parce que ça coûtait souvent trop cher pour papa et maman. Et donc, vraiment cette habitude de regarder les tarifs et les prix dans la colonne, tandis que mon mari va toujours prendre ce qu'il a le plus envie de manger et ce qu'il est sûr qu'il pourra jamais manger à la maison. Et c'est souvent la chose la plus chère qui est sur le menu. Donc, c'est intéressant, en effet. Et alors, est-ce que... C'est un grand sujet de tension dans les couples, hein, les histoires d'argent, et un grand thème d'ailleurs de divorce. Et c'est bien souvent, je vois deux relations à l'argent bien différentes dans le couple, entre la personne qui veut plutôt économiser, être prudente, puis l'autre qui est profitant de la vie et qui est plutôt dépensière, et ça crée beaucoup de tensions. Mmh, mmh. Oui, je me souviens toujours de la première fois que je suis allée au cinéma avec mon mari et on a commandé des glaces au cinéma et moi j'étais là: «Mais ça va pas la tête, c'est 3 fois plus cher qu'au supermarché» et lui il disait: «Mais je vois pas l'intérêt d'aller au cinéma si on mange pas une glace en regardant le film». Ah là 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 là. Alors, quel est le grand piège en fait, autour de l'argent? Alors le grand piège, en fond, c'est que nous avons donné, ou nous donnons, parce que c'est le mot présent, nous donnons un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas. Et je vais donner quelques explications pour que ce soit plus clair. Certains donnent le pouvoir à l'argent de les rendre sécures, d'autres donnent le pouvoir à l'argent de les rendre libres ou de les rendre autonomes. Certains donnent le pouvoir à l'argent de les rendre heureux, mais certains donnent aussi le pouvoir à l'argent de générer des conflits, ou lui donnent le pouvoir à l'argent d'être la cause des problèmes dans le monde, ou on donne le pouvoir à l'argent d'être une source de stress, par exemple. Donc, on voit que ce sont déjà des couleurs très différentes. Parfois, on donne un pouvoir positif, parfois on donne un pouvoir négatif. Et suivant le genre de pouvoir qu'on donne à l'argent, on aura un rapport à l'argent qui sera tout à fait différent. Et donc, le piège, c'est de penser et enfin, de créer une croyance qu'avec de l'argent, je serai plus ci ou plus ça, donc plus sécure, plus libre, plus heureux, ou tout ça, parce que ça veut dire qu'on devient dépendant de quelque chose d'extérieur pour vivre pour faire vivre une partie de soi intérieure, en l'occurrence la sécurité ou la liberté, qui sont vraiment deux grands classiques, qui ne sont pas suffisamment présents en soi, et on essaie d'aller chercher à l'extérieur une manière de compenser ce qui manque à l'intérieur. Si je prends l'exemple de la sécurité, qui est vraiment un grand classique, et surtout en ce moment où on tourne ce podcast, moi-même j'ai fonctionné comme ça pendant des dizaines d'années. Autrement dit, j'étais insécure à l'intérieur et j'essayais d'économiser toujours plus en espérant me sentir sécure un jour avec assez d'économies, et ça ne marchait jamais. Il n'y avait jamais assez d'argent
Et de mon ancien métier de conseiller en placement financier, je voyais des millionnaires et multimillionnaires qui étaient encore insécures parce qu'il n'y avait encore pas assez d'argent pour les rendre sécures. Donc, si tu veux, le piège, c'est d'aller chercher quelque chose à l'extérieur alors que le problème est à l'intérieur. Mmh, mmh. Et c'est vrai on enregistre cet épisode en période de crise Covid, en période de confinement. Et je pense que beaucoup de personnes comprennent ce mécanisme maintenant, notamment à travers le biais de réussir à cultiver sa liberté intérieure alors qu'on est Mhm. limité dans notre liberté extérieure. Donc je pense que beaucoup de personnes comprennent à quel point peut-être quand on met à l'extérieur de nous notre sentiment de liberté, notre sentiment de sécurité, euh, en fait, on se voile la face et ça n'est pas une vraie liberté ou pas une vraie sécurité. En fait, on s'accroche à des choses qui ne Voilà. sont pas réelles et vivantes en nous. Oui, c'est ça. Et comme ça marche pas, si tu veux déjà, enfin, en ayant cette croyance, l'argent me rend sécure, me rend libre, on crée déjà un lien de dépendance. Ma liberté, ma sécurité dépend de mon niveau de compte en banque. Donc, dès que ça baisse un peu, ça crée des crispations supplémentaires. Et effectivement, c'est vraiment ça le piège, c'est qu'il n'y a jamais assez d'argent pour nous rendre sécures ou libres. Parce que c'est comme si on était sur deux endroits différents, mais qu'on croit être une seule et même chose. Hmm. Oui. Une leçon que j'ai appris moi avec l'argent, c'est que j'ai compris que quel que soit le montant d'argent que j'ai, il y en a jamais assez. Enfin, je peux être en paix, mais je veux dire, j'ai toujours des besoins qui grandissent avec l'argent que je génère, en fait. Et donc, cette idée de un jour, j'aurai une somme et avec cette somme, ce sera assez. Donc, même, on pourrait dire le jour où je gagnerai au loto, ou le Mhm. jour où je serai millionnaire, ou le jour. Et on se dit là, enfin, j'aurai la somme qu'il me faut et ça sera assez. Moi, j'ai vite compris que ça, c'était pas vrai, en fait. Que quelle que soit la somme d'argent que j'ai, ça sera jamais assez parce que mes besoins et mon champ d'action évoluent en fonction de ce que j'accepte. Et de la même manière, je crois que c'est un thème que tu abordes aussi. Souvent, on se limite en se disant je ne peux pas faire tout ça parce que je n'ai pas d'argent, alors qu'en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire et qu'on on ne se donne pas la permission de faire. Je crois que tu fais référence dans ton livre à un documentaire d'un jeune couple qui est parti faire un tour du monde ou un très grand voyage alors qu'ils avaient très peu d'argent. C'est typiquement quelque chose, on se dit quand j'aurai de l'argent, je voyagerai. Alors qu'en fait, on peut aussi très bien aussi activer des possibles dans notre vie que peut-être on n'ose pas activer sous prétexte qu'on n'a pas d'argent, alors qu'en fait, on pourrait les activer. Oui, Ça oui, fait... je te rejoins pleinement. D'ailleurs, le couple dont je parle, c'est même plus que ça. Ils sont partis avec zéro argent. Ils ont découpé leur carte de crédit avant de partir. Ils ont dit, on va faire notre voyage sans argent. C'était Mmh. de Paris à Jérusalem, en l'occurrence. Et au fond, tu vois, souvent les personnes disent, ah non, j'ai pas d'argent pour faire ci, j'ai pas d'argent pour faire ça. Je dis, mais le problème, c'est pas de pas avoir d'argent. Le pire, c'est de ne pas avoir d'idées. Parce que Mmh. dès le moment où on a des idées pour trouver de l'argent, on le voit très bien aujourd'hui avec le financement participatif, crowdfunding, à quel point il y a des personnes qui sont ravies de donner de l'argent pour des projets qui ont du sens. On n'est pas obligé d'avoir, nous, notre propre argent pour pouvoir développer quelque chose. L'argent peut venir de différentes sources, mais aussi longtemps qu'on pense que tout dépend de nous, on se limite déjà. Mmh. 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 J'ai quelque chose que je dis souvent qui choque parce que c'est dur à comprendre. Et pourtant, j'ai l'intime conviction que c'est vrai. Je dis souvent, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez vraiment. Et le mot important, c'est le vraiment. Et j'ai vraiment compris que si je veux vraiment quelque chose, mais vraiment, si c'est aligné avec les désirs de mon cœur, si c'est vraiment juste pour moi, si ça résonne tellement fort en moi, mais en fait, je vais trouver les moyens d'activer les ressources, de trouver les ressources pour que cette chose soit possible dans ma vie. Qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, j'aime beaucoup la manière dont tu l'exprimes et effectivement ce vraiment. Et des personnes pour avoir de la peine à comprendre en disant oui, oui, j'ai vraiment envie de ça, mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que inconsciemment, il y a une partie qui n'en veut pas. Il y a une partie qui pense qu'elle Mhm. ne mérite pas. Et l'inconscient prend le dessus sur le conscient, sur la tête. Et on a beau faire parfois des efforts, ça ne marche pas parce qu'il y a une partie qui dit ah non, non, surtout pas. Mhm. Mhm. Alors parlons un petit peu de ça. Parlons un petit peu de ça. Comment ça se construit ce rapport un peu tordu avec l'argent qu'on peut avoir? Parce que je dis souvent, on a vraiment un rapport ambigu. On veut l'argent, mais on le veut pas. En fait, c'est ça dont on parle. C'est qu'est-ce qui se joue et comment ça se construit tout ça?
Tu sais, Coluche avait cette magnifique citation, il parlait de la France, mais pour moi, il avait tout compris, parce que la France est comme une crispation particulière avec l'argent, plus qu'en Suisse, au Québec, au Luxembourg, en Belgique où je vais, où c'est aussi compliqué, mais la France, c'est encore plus compliqué. Et il disait, en France, c'est bien connu, les riches sont les méchants, les pauvres sont les gentils, et bien sûr, tout le monde veut devenir méchant. Et ça Mhm. parle très bien de ça, tu vois. C'est pas bien d'avoir de l'argent, mais j'ai envie d'avoir de l'argent. Et c'est Mhm. vraiment le mot tordu que tu utilises, c'est vraiment un bon mot. Donc, au Mhm. fond, comment ça se construit tout ça? Ben déjà, nous ne naissons pas vraiment neutres avec l'argent parce que nous arrivons, pas seulement avec l'argent d'ailleurs, nous arrivons avec toute une histoire généalogique du côté de la mère et du côté du père. Et donc, ces histoires de généalogie, les faillites, les successions qui sont mal passées, les gens qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont tout perdu, les querelles familiales, fait que je porte toute cette histoire-là tout à fait inconsciemment en moi et que ça va impacter différents comportements que j'aurai plus tard. Et après, durant mon enfance, je vais aussi être confronté à la relation à l'argent de mes parents à travers leur comportement, mais aussi à travers ce qu'ils disent. J'entends sans arrêt des personnes qui disent qu'ils ont entendu, côté même biberonné à les riches sont des malhonnêtes, les riches gagnent leur argent sous le dos des autres. Par Mhm. exemple, l'argent tombe pas du ciel, il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Donc tout ça sont ces phrases qu'on va faire comme siennes et qui fait qu'on va inconsciemment se limiter d'une manière ou d'une autre, où l'argent, c'est pas pour nous. On vient de milieux défavorisés. L'argent, c'est pas pour nous, l'argent, c'est pour les autres, qui fait qu'on va porter ces croyances-là pour la plupart des personnes, sans le savoir, en fond. Et encore une fois, on a beau faire des efforts, parfois, il y a comme des choses qui coincent. Je donne souvent l'image de toutes ces choses-là qu'on porte. C'est comme une élastique invisible. C'est des élastiques invisibles qui nous tireraient qui sont accrochés à notre dos et qui nous tireraient en arrière. On fait des efforts pour aller de l'avant et les élastiques nous repoussent vers l'arrière. Donc, autrement dit, il y a une partie d'énergie qui n'est pas bien utilisée à cause de ça. Mhm. Mhm. Et alors, bah, comment on fait pour s'en libérer de tout ça? Comment on fait pour couper ces élastiques et pour Oui. pouvoir être libre de naviguer tout ça? Alors déjà, ben, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Là, au moment où on fait cette interview, je viens de travailler avec toute une équipe pendant un après-midi. Et il y a aussi dans mon premier livre, il y a mon histoire avec l'argent, qui est je crois, 8 points. On va voir un peu justement d'où on vient, déjà, la généalogie, mais aussi moi, tout ce que j'ai vécu également, qui m'a influencé pour comprendre un peu d'où peuvent venir mes comportements. Parce qu'aussi longtemps que je ne connais pas la source des comportements, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les changer, mais c'est un peu plus facile que quand on connaît la source. Oui, Pourquoi c'est un peu plus... être en conscience, en fait, Oui, être en conscience de ce qui nous contrôle. oui, De toutes les façons, ces croyances nous contrôlent, nous limitent et voilà, et nous contrôlent un peu comme une marionnette, hein, j'ai envie de dire, avec des fils. oui, Donc, de toutes les façons, elles nous contrôlent, mais quand on arrive à les voir déjà, bah, après, on peut choisir. C'est un oui, peu ça, non? tout à fait. Alors déjà, absolument, il y a ça. Et après, moi, le pas d'après pour toutes les histoires dites familiales, c'est que je fais un travail dit de déloyauté. Alors, déloyauté, j'explique parce que c'est un mot fort. Ce n'est pas du désamour, c'est un manque, ni un manque de respect, c'est une autorisation à faire autrement. Je donne un exemple. Un grand classique, c'est des femmes qui se rendent compte, je leur dis, allez voir dans la lignée féminine, votre mère, votre grand-mère, votre tante peut-être, est-ce qu'elles ont osé se déployer dans la vie? Est-ce qu'elles ont osé gagner de l'argent? Elles ont osé faire ce qu'elles aimaient ou elles se sont sacrifiées pour les autres? Et quand elles vont voir que la grand-mère s'est sacrifiée pour les autres, la mère s'est sacrifiée pour les autres sans oser se déployer, ces femmes-là ont beaucoup de difficultés à se déployer parce qu'il y a toujours une partie qui se sent mal à l'aise et qui pense qu'elle passe après. Donc, quand on voit ce fonctionnement qui se répète, je vais leur proposer un travail de déloyauté, autrement dire d'être déloyal au fait de se sacrifier pour les autres et vraiment déloyal à cette lignée de femmes pour stopper cette manière de faire et d'ouvrir une nouvelle voie pour soi et pour ceux qui nous suivent. Et puis aussi, on va travailler, tout en étant, on travaille toujours une chose et sa polarité. On va être loyal à ces femmes-là, mais je dirais avec et sans faire comme eux. Donc avant, on est loyal seulement si on fait comme eux, et maintenant on est loyal qu'on fasse comme elles ou qu'on fasse pas comme elles. On se donne, on sépare la loyauté du faire la même chose. Et c'est ça qui libère et qui donne la liberté de faire. Si je veux me sacrifier, je peux. Si je veux pas me sacrifier, je peux aussi. C'est ça qui donne la liberté nouvelle.
Mmh. Je rebondis un petit peu ce que tu dis parce que je suis en train d'accompagner un grand groupe de femmes sur un programme qui s'appelle La Voix d'Athéna, sur le fait d'activer ces forces du féminin et les pouvoirs du féminin. Et ce que tu viens de dire m'interpelle parce que je me dis, en fait, on est probablement très très peu de femmes à avoir un exemple. Peut-être de nos mères, mais en tout cas de nos grands-mères et nos arrière-grand-mères, à cette époque-là, les femmes n'avaient pas vraiment la possibilité que nous avons aujourd'hui de se déployer sociétalement parlant, c'était pas non plus quelque chose qui se faisait beaucoup. Donc c'est pas il y a leur rapport à l'argent, mais il y a aussi culturellement, c'était pas quelque chose que les femmes faisaient. Et donc il y a peut-être que les femmes aujourd'hui et ce que ça m'évoque aussi, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, nous les femmes, on a vraiment ma génération et la génération d'après, on est vraiment en train de prendre notre place et de se déployer à un tout autre niveau. Il se passe quelque chose d'absolument extraordinaire au niveau du féminin en ce moment. Et de ce fait-là, on a aussi un pouvoir d'achat énorme parce que ce sont beaucoup les femmes qui dépensent l'argent dans les familles. C'est beaucoup elles qui gèrent les dépenses pour les enfants, pour plein de choses, pour la maison et tout ça. Euh, et voilà, je trouve ça intéressant de se dire que on a entre nos mains en fait aujourd'hui beaucoup plus d'argent qu'avant. Les femmes n'ont jamais eu autant d'argent entre leurs mains qu'avant. Et en même temps, on n'a pas beaucoup d'exemples et on n'a pas beaucoup de repères. On est presque les premières en fait. Oui, et c'est vrai que d'ouvrir une nouvelle voie, c'est pas toujours facile. Parfois, il peut y avoir même un peu de culpabilité également. Et c'est vrai, je te rejoins pleinement. Moi, j'ai d'ailleurs trois quarts de femmes à peu près dans mes ateliers, mais je dis souvent, c'est pas qu'elles ont plus de problèmes avec l'argent, c'est qu'elles sont plus conscientes et qu'elles sont plus prêtes à changer. J'en suis très heureux parce que je suis convaincu que beaucoup plus de féminin dans notre société est absolument nécessaire et indispensable aujourd'hui. Et par contre, une des difficultés peut-être un peu singulières qu'elles ont, c'est encore une difficulté peut-être à mieux se valoriser et mieux valoriser ce qu'elles font. Ça reste une difficulté, comme je dirais, un peu plus féminine que masculine, mais aussi, si on reprend ce que tu disais, au fond, depuis combien de temps les femmes sont vraiment travaillent ou font partie du marché du travail, c'est très peu de temps par rapport à l'échelle de l'humanité. Bien sûr qu'elles ont toujours travaillé, mais pas de manière rémunérée pendant longtemps. Donc c'est comme s'il y avait Mhm. encore un historique où pendant longtemps, les femmes qui travaillaient, enfin à l'époque, les femmes qui travaillaient, souvent c'était une deuxième activité, une activité d'appoint. Voilà, j'ai vu combien de femmes j'ai vu au début faire des massages, avoir une boutique, et elles gagnaient pratiquement rien, elles couvraient leurs frais, mais c'était normal ou pas, normal entre guillemets, pas grave parce qu'il y avait le mari qui amenait l'argent à la maison. Donc ce Hmm. rééquilibrage, on peut avoir l'impression qu'il prend beaucoup trop de temps et en même temps, j'ai à l'échelon depuis le temps que ça dure, ça bouge quand même et heureusement. Mhm. C'est marrant parce que j'ai une anecdote comme ça où il y a quelques années, donc moi j'étais un peu dans ce cas-là, j'avais mon activité de coaching, je gagnais bien quand même ma vie, mais c'était pas, je gagnais juste en fait ce qu'il fallait, ce qui me semblait être raisonnable, je sais pas comment dire, je me mettais Oui. pas trop la pression et je me souviens très bien un jour avoir eu une conversation avec une amie en lui disant, je sens que la raison pour laquelle je gagne pas plus, c'est parce que je considère toujours mon revenu comme complémentaire et donc comme je le considère, c'est ma relation à mon revenu. C'était vraiment ça. C'était comme je considérais mon revenu complémentaire, et ben du coup, je n'activais pas les possibles pour générer plus de revenus en fait. Et pour la petite histoire, j'ai eu cette conversation en janvier et au mois de mars, mon mari a annoncé que son entreprise, il était entrepreneur, qu'il était sur le point de faire faillite et qu'on n'allait pas avoir de salaire pendant 6 mois. Et donc là, j'étais là, ah ben merci la vie de me donner une opportunité de dépasser ma relation à l'argent. Et donc pour la petite histoire, ça fait plus de 2 ans et demi ou 3 ans maintenant que je suis la personne qui ramène les revenus principaux à la maison. Mais ce qui était passionnant pour moi, c'est de comprendre que ce qui me limitait, c'était pas ma capacité à gagner de l'argent, c'était pas ma valeur, c'était vraiment ma relation à l'argent. Je considérais mon revenu comme complémentaire et donc je n'activais pas les possibles et je ne faisais pas le nécessaire pour, alors que c'était tout à fait possible en fait de gagner plus d'argent. Et encore cet après-midi, dans le groupe que j'avais aussi, je vois ça bien souvent, bien trop souvent, nombre de femmes qui ne s'autorisent pas à gagner plus que leurs compagnons de vie parce que je vois que les hommes, cellulairement, on porte encore en nous la croyance qu'on doit ramener la bidoche, autrement dit, hein, la viande à la maison. On prend l'époque des hommes des cavernes qui ramenaient la viande, la subsistance, et que les femmes nous disent ah ben non, il va jamais supporter, ça va être insupportable. C'est comme si elles avaient peur de nous enlever notre rôle, en dit guillemets, et qui vont se limiter elles-mêmes, qui vont se bloquer elles-mêmes pour ne pas faire d'histoire. Mhm, mhm. Sans être allé vérifier d'ailleurs si ça poserait un problème au mari, hein. La plupart du temps, je dis mais vous avez discuté ensemble, je dis non, 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 mais je crois que je suis sûr que.
Je dis, va quand même discuter avec, échanger. Mmh mh. Personnellement, cet rééquilibrage et ce changement d'équilibre, en fait, c'est même pas un rééquilibrage, ce changement d'équilibre au niveau des revenus financiers dans mon couple a permis un rééquilibrage au niveau de la charge domestique aussi. On a c'est dev Tout naturellement, les choses se sont beaucoup mieux équilibrées, parce que aussi ce qui se passe beaucoup, c'est que les femmes gagnent moins d'argent, mais portent une plus grande part de la charge domestique à la maison. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on gagne plus d'argent, peut-être aussi qu'il y a une plus grande possibilité de réajuster les choses au niveau de la charge domestique à la maison. Voilà, c'est peut-être un autre Absolument. sujet. C'est peut-être un autre sujet à ouvrir. J'ai une question à te poser quand même qu'on me pose régulièrement et je serais curieuse d'avoir ton avis. On parle de cette idée de gagner plus d'argent et de se limiter à gagner plus d'argent. Mhm. Et souvent, ce qu'on me répond, c'est de dire oui, mais Christine, tout ce que tu expliques, ça marche pour les entrepreneurs, pour les gens euh, qui peuvent gagner plus d'argent quelque part. Parce que quand on est entrepreneur, concrètement, à la fin du mois, on peut ne rien gagner. C'est ça qui est terrifiant. Mais on peut aussi gagner. Il n'y a pas de limite en fait. On peut gagner autant que ce qu'on aura généré. Donc comment tu vois cette idée de réussir à gagner plus d'argent ou d'accéder à plus d'abondance dans sa vie quand on est dans une carrière salariée où finalement on n'est pas forcément on a l'impression en tout cas d'avoir moins de pouvoir pour activer des ressources complémentaires ou supplémentaires plus élevées. Alors, c'est sûr que si je suis salarié, disons que mon revenu ne va pas dépendre que de moi, contrairement à l'indépendant qui peut avoir effectivement mettre en place des choses pour avoir plus ou moins de succès. Donc, pour moi, euh, il y a quelque chose effectivement dont je ne tiens pas le couteau par le manche, même si je peux être acteur pour avoir des augmentations, je peux être acteur pour montrer que tout ce que j'amène à l'entreprise qui devrait être mieux valorisé. Mais ce sont aussi des questions de choix. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, si je choisis de rester fonctionnaire, et je n'ai rien contre les fonctionnaires, et qu'il y a des tabelles de revenus qui existent, eh ben, je choisis de rentrer dans ces tabelles-là avec ce que ça comporte comme limite. Et dès le moment où c'est un choix assumé, ben, ce n'est pas un problème de gagner, de gagner pas moins d'argent, mais d'être peut-être limité dans cette tranche d'argent-là. Parce que parfois, pour certains, la sécurité sera plus importante que la liberté, ou peut-être que l'ouverture à plus grand que peut permettre le métier d'entrepreneur. Donc pour moi, ça fait partie des différents choix de la vie. Alors bien sûr qu'on peut devenir le directeur d'entreprise, et puis avec des bonus ou des stock options, on peut commencer à avoir des revenus. On a quand même vu depuis maintenant 10 ou 20 ans quand même des revenus parfois astronomiques, y compris dans le domaine de la banque d'ailleurs aussi, mais dans d'autres domaines, quand on arrive à un certain niveau, et qu'il y a un certain nombre d'avantages, entre autres comme ceux que je mentionnais. Mais au fond, dans l'idée de gagner plus d'argent, moi, ce que j'insiste souvent, c'est de dire, mais si vous voulez gagner plus d'argent comme un but en soi, juste simplement comme le but en soi, soyez juste vigilant parce que, ça veut dire, à quel prix ça va se gagner. À quel prix déjà de soi à soi, parce que ça veut dire, est-ce que je cours après quelque chose en courant après plus d'argent. Et puis également, en termes d'éthique, parce que je vois aujourd'hui, enfin c'est ma perception, c'est que si les multinationales sont si mal vues par beaucoup, c'est parce qu'elles veulent absolument gagner plus d'argent, mais souvent au détriment du client, en tout cas en n'ayant peut-être pas la même conscience du client, la même souci du bien-être et du service au client que pourraient l'avoir des petits entrepreneurs qui sont beaucoup plus proches de leurs clients. Donc, c'est ça que je trouve important de dire oui. Alors, moi, j'invite chacun à enlever toutes les barrières pour gagner de l'argent sans limite, mais encore une fois, qui serait comme une conséquence de quelque chose que je fais formidablement bien, que je fais avec passion, que je fais avec amour, avec une envie de contribuer, et qui fait que je pourrais avoir un succès qui peut-être me dépasse et que je gagnerais même largement plus d'argent que je ne l'aurais jamais imaginé. Mmh, mmh, mmh. Moi, c'est vraiment ça qui m'anime, hein. Je me dis pas comment est-ce que je peux gagner plus d'argent. Je me dis comment est-ce que à partir de mes talents, je peux apporter plus de valeur. Qu'est-ce que je peux créer qui va vraiment aider? Parce que moi, je suis dans un métier d'accompagnement, donc c'est le mot aider est vraiment un mot qui colle avec ce que je fais. Voilà, qu'est-ce que je peux créer qui puisse vraiment apporter de la valeur, qui puisse répondre à une demande, à un besoin, et qui colle avec ce que je sais bien faire. Et comment trouver, j'appelle ça le sweet spot, quoi. Le sweet spot, c'est cet endroit où je vais chercher à donner le meilleur de ce que j'ai en moi et je vais chercher à le mettre en face d'un besoin euh,
d'un besoin j'observe dans ma clientèle, autour de moi, et je vais chercher à créer quelque chose qui va répondre à ce besoin à partir de mes ressources les plus riches. Euh, et du coup, c'est ça qui génère de l'argent. Mais donc Ça, l'objectif, c'est ouais. pas l'argent. Mais tout à fait, c'est ça. Moi, mon mot, c'est contribuer, mais c'est tout à fait, on va même dans le même sens, hein. Comment contribuer le mieux possible avec mes talents, comme tu le dis très bien. Mhm, mhm. Alors, on a plus énormément de temps, mais j'ai encore deux questions que j'aimerais bien te poser. La première, c'est tu parles d'une idée de plafond de verre. Qu'est-ce que c'est que le plafond de verre? Alors, moi, j'identifie trois formes de plafond de verre. Un premier plafond de verre, c'est en termes de revenus. C'est comme un blocage qui fait qu'on n'arrive pas à gagner plus qu'un certain montant. Je le vois beaucoup chez les entrepreneurs. Certains, ils peuvent doubler, tripler leur chiffre d'affaires, mais in fine, il leur reste exactement le même montant pour eux. Donc, c'est en observant l'évolution de nos revenus qu'on peut voir s'il y a un plafond de verre qui fait que je ne m'autorise pas à gagner plus que tant. Inconsciemment, bien sûr. Le Souvent, deuxième, d'ailleurs, on ne s'autorise pas à gagner plus que ce que notre employeur nous donnait avant, pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai beaucoup remarqué ça. Oui, ça peut être aussi que ce que mon père a gagné, peut-être aussi, ça peut être, Hmm. voilà, où il peut y avoir, enfin, pour chacun, c'est assez singulier, j'ai envie de dire, de là où il vient. Ou des fois même, ça pourrait être aussi parce que mon frère ou ma sœur a toujours été le préféré, je ne m'autorise pas à gagner plus, à réussir plus que lui, ça peut être ça aussi, hein. Hmm. Donc ça peut être, il peut y avoir plein de raisons. Deuxième plafond de verre, ce sera en termes de fortune matérielle, donc il peut être de l'argent, des biens immobiliers, des placements, je ne sais quoi, qui a aussi des plafonds comme des limites. Des gens qui me disent c'est dingue, dès que j'arrive à un certain niveau, il m'arrive un coup dur, il y a un truc qui se passe et ça retombe en quelque sorte. Et on Hmm. voit qu'il y a comme des chiffres qui peuvent être symboliques dans notre propre histoire, ou symboliques 100 000 par exemple, ou 10 000, ou 1000, ça peut être symbolique pour des personnes. Et le troisième plafond de verre qui finalement peut être parfois même la source des autres aussi, c'est une limite qu'on se met en termes de succès, de réussite. Chacun met ce qu'il veut, dès le mot succès, réussite, et même de visibilité. Parce que souvent, c'est la Hmm. visibilité qui permet d'avoir du succès, de la réussite. Et là aussi, pour beaucoup de femmes, c'est pas si simple que ça d'être visible. Mhm. Et pas que, mais pour elles, entre autres. Et qui fait qu'au fond, on s'autorise un petit succès, un peu de succès. Enfin, c'est comme s'il y avait un succès acceptable, et puis il y en avait un Mhm. autre qui n'était pas pour moi. Et là, c'est intéressant d'aller voir quels sont les bénéfices secondaires qui fait que de ne pas avoir trop de succès, il y a quand même quelque chose de inconsciemment de gagnant quand même. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, une femme me disait, je me rends compte que je me limite parce que j'ai la croyance que plus j'aurai de succès, plus je pourrai tomber de haut, donc ça fait plus mal. Donc autant pas monter trop haut. Enfin, c'était intéressant comme image. Oui, oui. Ou si je réussis, j'arriverai peut-être plus à gérer. Voilà, ça va peut-être devenir, Oui. je serai plus capable de gérer. Tout à fait. Il y a aussi beaucoup la croyance de si je réussis trop, ça veut dire que je passe dans le camp des méchants. Absolument. Voilà, Je vais être jalousé, juger, je passe dans le camp des ces sales riches, je ne sais quoi, absolument. voilà, exactement, exactement. Ou voilà, ouais, cette croyance de c'est pas possible. D'ailleurs, je vois beaucoup de personnes d'ailleurs qui choisissent et qui l'annoncent et qui le déclarent de dire ben nous on va déménager à la campagne et on va vivre, on va faire notre potager, et on va vivre en autonomie parce que pour eux c'est le seul moyen de rester intègre. Mhm. Et je dis pas c'est très bien hein, si c'est ce qu'ils veulent faire, pas de problème. Mais je trouve ça intéressant de se dire à quel point on associe l'argent avec le manque d'intégrité. Et pourtant, l'argent est un formidable bulletin de vote. Chaque fois que je dépense de l'argent, que j'utilise mon argent, je donne une couleur à la société de demain parce que je peux choisir d'acheter chez les petits commerçants, je peux choisir d'acheter du bio, je peux choisir d'acheter des énergies vertes. Donc, suivant les choix que je fais, ou d'acheter auprès de multinationales, de grandes surfaces. Donc, ça donne pas du tout la même couleur de société qu'on construit demain, suivant les choix que je fais. Et je trouve que c'est un formidable bulletin de vote parce que il est plus puissant que celui qu'on met souvent une fois par année dans une urne parce que c'est Mhm. presque au quotidien qu'on fait ces choix et qu'on encourage certains à continuer. Et peut-être d'autres disent, ben non, avec vos valeurs-là, j'ai pas envie de vous donner mon argent, de dépenser mon argent pour vous, parce que j'ai pas envie d'encourager ce que vous faites. Et ça, on Mhm. l'oublie trop souvent. Et plus on a d'argent, plus on peut voter. Je dis souvent, en fait, on croit que l'argent qu'on a gagné nous appartient. Or, en fait, l'argent ne fait que circuler. Et donc, en fait, il appartient à la personne à qui on va le donner. On le reçoit et l'argent, et cette personne, ça lui appartient pas non plus, il va le donner aussi. Hein, mais il y a ce schéma de circulation et de dire cet argent, c'est pas que je l'accumule et maintenant je suis un mauvais, et je suis un méchant et je suis pas intègre. C'est non, j'ai gagné cet argent et maintenant je peux choisir, comme tu le dis, de voter, d'orienter cet argent vers des choses qui vont en effet nous permettre de construire la vie de demain. Et ça, je trouve ça
un message très fort, notamment pour tout le monde, bien évidemment, les hommes et les femmes, mais je parlais tout à l'heure du fait qu'aujourd'hui, les femmes ont un pouvoir d'achat énorme et que souvent, c'est elles qui font une grande partie des dépenses, notamment les mères de famille, c'est elles qui font une grande partie des dépenses. Et donc, c'est tellement bon de savoir que c'est un pouvoir, en fait, c'est un pouvoir positif que nous pouvons avoir pour influencer l'avenir de l'humanité. Et moi, je crois vraiment qu'il est temps que les femmes influencent l'avenir de l'humanité. C'est mon grand sujet du moment avec mon programme La Voix d'Athéna. Je te rejoins pleinement. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de développer en longueur cette question, mais j'ai quand même envie, pour le mot de la fin, à quoi ça ressemblerait d'avoir une relation à l'argent saine? Alors, je vais y répondre rapidement. Une relation à l'argent saine, ce serait déjà de cesser de donner un pouvoir à l'argent qu'il n'a pas, donc déjà de sortir de ces fonctionnements-là. Et ce serait pour moi d'avoir développé, outre une bonne estime de soi, de l'amour pour soi, également quelque chose que j'appelle la confiance en la vie, la confiance en plus grand que moi, cette sorte de croyance, mais je veux dire cellulaire, que quoi qu'il m'arrive, je trouverai du soutien, j'aurai ou des ressources, ou je trouverai du soutien autour de moi Hmm. pour sortir de là. Et à partir de là, on n'a plus besoin d'avoir des stocks d'argent de côté pour être assuré. On peut s'engager pleinement dans ce qu'on fait. Il est possible qu'on ait plus de succès, un certain succès qui fait que je gagne plus d'argent que j'en dépense. Et là, je vais économiser, mais pas comme un but en soi, comme c'était le cas pour certains, comme une conséquence. Je pourrais tout dépenser, peut-être même m'endetter pour un projet qui me tient à cœur. Et même si j'ai pas de réserve, voire même des dettes auprès d'une banque ou de quelqu'un d'autre, je serai aussi serein que si j'ai de l'argent. Donc, je serai vraiment, on va développer quelque chose de cette confiance en la vie, une forme de sérénité, indépendamment de ce qu'il y a sur mon compte en banque qui est à l'extérieur. Alors ça, c'est vraiment ce que je souhaite pour tous les auditeurs qui écoutent ce podcast. C'est vraiment ce que j'arrive à vivre aujourd'hui, ce que tu nous partages. C'est vraiment, comme on l'a dit au tout début de cet épisode, hein, derrière l'argent, en fait, il se cache une mine de trésors, d'un chemin de vie, d'un parcours de cicatrisation, pour retrouver cette paix en soi, cet amour en soi, cet amour de la vie. Donc voilà, je te remercie vraiment beaucoup, Christian, d'avoir accepté d'enregistrer cet épisode avec moi. On aurait pu parler des heures de ce sujet ensemble. Malheureusement, on arrive à la fin. En tout cas, comment est-ce que les auditeurs peuvent en savoir plus sur ton travail, te retrouver? Où est-ce que tu souhaites les envoyer pour faire connaissance avec toi un peu plus profondément? Alors, peut-être trois manières. Sur YouTube, en mettant mon nom, il y aura un certain nombre de vidéos que vous allez trouver. Sur Facebook, Christian Junot Pro, sur ma page professionnelle. Et puis mon site internet, www.cjunot avec un D au bout, conseil au singulier.com. D'accord. Super, très bien. Merci beaucoup, Christian. Et puis j'espère qu'on aura la chance de se rencontrer en face à face très bientôt quand on pourra sortir de ce confinement et voyager à nouveau. Ça me ferait très plaisir, Christine. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous pour que je puisse continuer à vous apporter des ressources pour vous aider à vivre pleinement la vie que vous avez choisie. Si vous écoutez sur Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles. C'est vraiment le meilleur moyen de m'encourager et de me soutenir. Et si vous avez envie d'aller plus loin, j'ai créé pour vous un programme vidéo gratuit sur 5 jours pour vous aider à ne plus vivre votre vie à moitié endormie. Vous pourrez le trouver sur mon site internet www.christinelevicky.com. À bientôt pour un autre épisode à écouter avant de commencer votre journée.